Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc, dans cette capsule et la prochaine, on va beaucoup parler de l'encéphale. Et dans cette capsule, en fait, ça va être relativement simple. On ne parle pas encore du fonctionnement de l'encéphale et tout ça. On va voir ça dans la prochaine capsule. En fait, cette capsule-ci, c'est plus pour vous parler des moyens de protection de l'encéphale, mais aussi de la moelle épinière, donc du SNC au complet, système nerveux central. Et bientôt, vous allez voir qu'en fait, votre corps, votre organisme, a seulement 4 façons pour protéger le cerveau, exemple l'encéphale ou la moelle épinière. Donc, c'est une courte capsule. En fait, il n'y a pas beaucoup de matière, pas beaucoup de concepts. Un peu d'anatomie, quelques concepts de base, mais vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. Donc, c'est pas très, très compliqué. Et dans la prochaine capsule, là, on va s'attarder plus au fonctionnement, justement, de l'encéphale. Là, on rentrera plus en détail. Ça sera peut-être un petit peu plus complexe en termes de matière. Donc, pour ceux qui suivent avec les notes de cours, c'est en fait la séquence 5, partie 3, dans ce cas-ci. Alors, première diapositive, en fait, très important, hein? Elle va présenter le reste de la capsule. En fait, je résume la capsule complète sur cette diapo-là. Quand on vous dit des moyens de protection du SNC, bien, vous voyez ici, il y en a 4. Donc, il y a évidemment des os, des méninges que je vais définir tantôt, c'est des tissus mous à base de tissus conjonctifs, on verra ça tantôt. On a aussi du liquide qui nous protège, le liquide cérébrospinal. Son petit nom, c'est LCS, une abréviation que je vais utiliser au cours de la capsule. Ceux qui ont fait de la biologie à une certaine époque ou qui ont des profs d'un certain âge ou des vieux livres, vous avez peut-être entendu parler de LCR. C'est la même chose. C'est une appellation qu'on utilise moins maintenant. L'appellation officielle, c'est du LCS, liquide cérébrospinal. Bon, vous pouvez prendre l'ancienne appellation, ça ne me dérange pas, mais moi, je vais y aller avec votre manuel, donc LCS. Et il y a la barrière hémato-encéphalique, la BHF de son petit nom, qui est extrêmement importante. La seule chose que je veux que vous fassiez attention pour l'instant, cette case-là est très importante. Hein? On vous dit exclusive à l'encéphale. Donc ça veut dire que la BHL est présente uniquement au niveau du cerveau, au niveau de votre tête. La moelle épinière n'a pas de barrière hémato-encéphalique. Et le nom le dit, hein, hémato, ça veut dire sang, encéphale, au niveau de la tête, cerveau, etc. Donc, c'est littéralement une barrière cellulaire entre les vaisseaux sanguins et l'encéphale. Mais elle est inexistante au niveau de la moelle épinière. Donc, ça, c'est une nuance que vous ne faites pas des fois que vous faites pincer à l'examen. Faites attention à ça. Par contre, les 3 autres moyens de protection, les os, les méninges et le liquide cérébrospinal, sont à la fois pour la moelle épinière et l'encéphale, donc ce qu'il y a dans votre tête, évidemment, incluant le cerveau et les autres parties de l'encéphale qu'on verra éventuellement. OK, donc ça, c'est une petite nuance que je voulais apporter. Maintenant, la première, en fait, c'est pas compliqué, la capsule, je vois les 4 méthodes de protection, les 4 barrières, si vous voulez. On les fait une après l'autre. Et la protection osseuse, je vais très rapidement, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. Un jour, à la prochaine session, vous allez étudier en détail le système squelettique. Donc, vous allez voir les différents noms des os qui vont composer les vertèbres, la crâne et tout ça. Mais c'est pas le sujet du cours en première session. Donc, tout ce que vous savez, c'est que votre encéphale et votre moelle épinière, il y a une espèce de bouclier osseux, des os spéciaux qui, leur principale fonction, c'est de protéger votre encéphale. Donc, évidemment, les os du crâne vont se souder ensemble. On appelle ça des sutures, c'est pas à retenir, donc c'est une espèce d'articulation à partir de fibres, peu importe, mais qui va comme unir les différentes plaques osseuses. Des fois, il y a des gens dans ma classe qui pensent que le crâne, c'est un os. C'est faux, c'est plusieurs os qui vont se rattacher ensemble, des os plats, hein, très minces, qui vont prendre une certaine courbure pour épouser un peu la forme de votre tête. Et en fait, comment ça fonctionne, vous le savez instinctivement, vous recevez un coup à la tête, un accident, ou peu importe, on absorbe le choc. Donc, c'est comme une première barrière qui est très solide, qui absorbe le choc. Évidemment, si le coup, le choc mécanique est très fort, on peut le défoncer, on peut faire une fracture, on peut atteindre le cerveau jusqu'à un certain point si on casse cette barrière solide. Mais c'est le premier élément de défense. Moi, j'appelle ça une première barrière de défense. Okay? Donc, la première façon de protéger, en surface comme ça, sous votre peau, vous avez des os qui protègent votre cerveau, votre encéphale, qu'on appelle le crâne. Puis vous avez l'équivalent avec les vertèbres
la structure, l'anatomie est extrêmement différente, mais la physiologie est similaire. On protège la moelle épinière de coups, de chocs mécaniques ou physiques. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est littéralement une espèce de bouclier solide qui absorbe les chocs pour protéger les tissus nerveux essentiels du SNC. Donc, c'est déjà réglé pour le premier. C'est pas très, très compliqué. Une fois que vous avez franchi cette barrière osseuse, exemple, si le choc est très fort, vous avez une deuxième barrière de tissu mou, okay, faite à partir de tissus conjonctifs, en fait, qu'on appelle les méninges. En fait, il y en a 3 sortes. Il y a 3 couches de tissu mou, de méninges, si vous voulez, qui s'empilent l'un sur l'autre. Il y a un espace entre chaque couche de méninge, on verra ça tantôt, mais c'est comme la deuxième barrière. Et si la partie osseuse, vertèbre ou crâne est suffisante pour absorber le choc, c'est parfait, mais si on va un peu plus loin, ben, ces coussins mous, hein, c'est vraiment du tissu mou, donc c'est pas de l'os évidemment, mais va absorber une partie du choc. Donc il y a aussi une fonction de protection mécanique. Okay? C'est comme une deuxième barrière, si vous voulez, qui vient avant le tissu nerveux. Donc, en ordre, on irait avec la partie osseuse, le crâne exemple, ensuite les 3 couches de méninge, et ensuite on arrivera au cerveau. Je vais faire un petit dessin tantôt de toute façon pour illustrer tout ça. Donc ça, c'est une des fonctions. Et cette fonction de protection mécanique n'apparaît pas nécessairement clairement dans le tableau ici, donc vous pouvez la rajouter. Ensuite, on vous dit aussi que les méninges vont soutenir, séparer les tissus, les autres tissus qui sont présents dans l'encéphale. C'est vrai, c'est pas une fonction qu'on étudie beaucoup dans mon cours, mais c'est effectivement vrai. C'est vraiment le deuxième point que j'ai plus focusé. Là. Donc, non seulement on absorbe les chocs mécaniques à une certaine efficacité plus limitée que les autres, mais quand même. Mais on vous dit ici, on protège en enveloppant, entre autres, les vaisseaux sanguins, ou d'autres structures qu'on peut retrouver dans l'encéphale. Donc, c'est un peu comme un papier emballage, entre guillemets, hein, pour un cadeau, qui enveloppe le cadeau, je ne sais pas moi, à Noël, à votre fête, ben, c'est un peu la même chose. Le tissu conjonctif qu'on appelle méninge va envelopper une structure qui est le cadeau, en fait, un vaisseau sanguin exemple. Okay, donc, c'est vraiment un élément différent des os. Oui, on protège, peut-être de façon moins efficace, mais on peut envelopper comme ça individuellement les différents vaisseaux, par exemple. Et le troisième point, j'en parle pas beaucoup maintenant parce qu'il sera pas clair. Je vais devoir avancer dans la capsule pour vous expliquer justement comment on peut contribuer à la circulation du liquide cérébrospinal. Les méninges, en fait, c'est surtout une méninge en particulier qui va permettre cette circulation du liquide cérébrospinal. Et on verra ça tantôt en détail, mais déjà, je trouve une parenthèse parce que ça peut un peu vous mettre en état de choc. Contrairement à l'imagerie populaire, on pense toujours que le cerveau il est bien dense et bien plein en termes de matière, et c'est vrai. Mais aussi bien pour le cerveau que la moelle épinière, il y a des cavités à l'intérieur, il y a des espaces, et il y a du liquide qui va circuler là-dedans. Hein. Le LCS, le liquide cérébrospinal, va circuler littéralement au centre de la moelle ou au centre du cerveau. Il y a des gros trous qu'on appelle des ventricules, un petit peu comme le cœur, qu'on parle du ventricule droit ou gauche. C'est la même chose, sauf que là, c'est pas du sang qui circule, c'est du liquide qui ressemble beaucoup à de l'eau, en fait, qu'on appelle le liquide cérébrospinal. Et je vais aller plus loin que ça. Il y a même une partie de ce liquide-là qui va sortir à l'extérieur du cerveau et de la moelle. Et littéralement, si je prends l'exemple du cerveau, le cerveau, littéralement, il flotte dans le liquide cérébrospinal. Donc, pour permettre ça, je vous expliquerai pourquoi tantôt qu'on est fait comme ça et à quoi ça sert, mais pour permettre ça, évidemment, il faut orienter la circulation du liquide cérébrospinal. Et il y a plusieurs façons de faire, mais entre autres, les méninges vont permettre comme ça à certains endroits stratégiques de votre corps, de votre encéphale, exemple. Donc, à certains endroits stratégiques, on va permettre justement le passage de ce liquide-là. Et on en reparlera de toute façon tantôt pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc, en résumé, ici, les méninges, vous savez que c'est des tissus mous à partir de tissus conjonctifs. Donc, c'est vraiment pas osseux. Il y en a 3 couches avec différents noms qu'on va voir. Leur principale fonction, c'est vraiment de protéger, soutenir, envelopper les structures de l'encéphale, exemple. Mais il faut garder en tête que c'est des 3 méninges. On les retrouve également au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est ce qui est le plus important. Je trouve une parenthèse culturelle, parce qu'on entend parler souvent, c'est des infections fréquentes. Hein. Vous avez sûrement entendu parler de méningite dans votre vie. Il y a plusieurs souches bactériennes. Il y en a 3 principales, en fait, qui donnent les méningites. J'en parle pas, c'est plus un sujet de microbiologie à la 3e session. Mais quand même, en soi, c'est important de comprendre des fois les appellations.
quand vous voyez quand il y a un terme, je pourrais dire, qui finit par it, méningite, gastro-entérite, bronchite, OK? It, ça réfère toujours à l'inflammation. C'est l'inflammation d'une structure biologique. C'est possible que vous avez déjà étudié ça avec vos profs de soins, sinon c'est sûr que vous allez voir ça dans vos prochains cours de bio, prochaines sessions. C'est sûr, surtout en micro en fait, c'est sûr que vous allez voir ça en soins infirmiers. En soins, ils vont vous parler de douleur, enflure, rougeur, chaleur et tout ça. Donc, c'est des signes d'inflammation. Puis en micro, la prof va te montrer que c'est souvent un mécanisme de défense, l'inflammation. Vous verrez ça en temps et lieu, mais je vais quand même attirer votre attention, les bio 1, que si tu entends it, méningite, ben, c'est une inflammation des méninges. Il y a plein de causes qui peuvent provoquer des inflammations, mais souvent, ça peut être suite à une infection virale ou bactérienne. Donc, généralement, le méningite, ça peut être une condition bénigne, mais ça peut être dangereux parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il y a un micro-organisme, une bactérie, exemple, qui a réussi à s'infiltrer dans les méninges, qui se reproduit, puis cette infection-là amène des réponses de défense et de l'inflammation, justement. Et là, c'est pour ça qu'on parle de méningite. Une bronchite, c'est le même concept. Ça peut être d'autres virus, d'autres bactéries, d'autres causes, mais on a une inflammation au niveau des bronches. Gastro-entérite, entéro, c'est toujours l'intestin grêle. Gastro, évidemment, c'est l'estomac. Donc, inflammation de la muqueuse digestive au niveau de l'estomac ou de l'intestin grêle. Donc, vous voyez, à part de la pneumonie, qui est une exception, on ne dit pas une pneumonite, on dit une pneumonie, mais c'est une inflammation aussi des tissus pulmonaires. Donc, peu importe, quand vous allez voir ça, des hits, là, au cours de votre carrière, même si vous ne connaissez pas la maladie, vous partez avec l'idée que c'est une inflammation, puis après, vous regardez la structure biologique qui est impliquée, puis ça vous donne déjà un bon indice. Je ferme la parenthèse, c'est vraiment culturel, mais quand même, vu que je suis dans les méninges, méningite, it, c'est vraiment une inflammation au niveau des méninges, en fait. Au moins ça, je veux que vous sachiez ça. OK. Maintenant, les méninges, une fois que tu as compris ma dernière diapo, qui est assez simple, en fait, quand tu comprends un peu leur rôle, ce qui va être encore plus important, pas plus, mais qui va être important, qui va vous demander peut-être un petit effort de plus, parce que là, c'est des nouveaux termes, un petit peu de par cœur, c'est l'organisation des méninges au niveau de votre encéphale ou de la moelle. C'est la même chose, en fait. Ils sont organisés de la même manière. Et ce qu'on vous dit, c'est que les 3 couches de méninges portent le nom de pymère, arachnoïde et durmère. Je vous en parle dans 2 secondes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas collés ensemble. En fait, il y a toujours un espace rempli de liquide entre chaque couche de méninges. Et on commence au niveau de l'encéphale. Donc, sous l'os, sous le crâne, j'ai ces 3 couches de tissu, ces 3 couches de méninges. Ensuite, on va arriver au niveau de l'encéphale, du cerveau, exemple. Et on va prolonger ces 3 couches de méninges qui va descendre vers la moelle épinière et qui va recouvrir également la moelle épinière. Donc, c'est vraiment comme si, l'image qui me vient en tête, c'est comme si j'étirais un élastique. Là, au lieu de l'élastique, ça va être, exemple, la pymère, l'arachnoïde ou la durmère, donc le méninge. Et je vais étirer ces 3 couches de méninges-là vers ta colonne vertébrale, si tu veux, vers la moelle épinière. Donc, c'est vraiment en continu. Hein. Des fois, vous pensez que la pymère, c'est une autre pymère qu'on a créée, mais c'est la même qu'on a étirée à outrance, si vous voulez, vers la moelle épinière. Mais l'organisation, que ce soit au niveau de la moelle ou du cerveau, est tout à fait identique en termes de méninges. La façon que c'est illustré ici, la pymère, c'est vraiment la couche la plus interne et la durmère la plus externe. Okay? Tout ce qui est écrit ici, ou peut-être dans quelques diapos suivantes, je vais résumer ça au tableau blanc pour être sûr que ça soit clair. Et si mon tableau blanc est clair, puis vous êtes capable de retenir les noms puis savoir leur localisation, on est correct. Okay? Donc, on va passer tout de suite au tableau, justement. Si je trouve le bon bouton, ça ne sera pas bien long. Voilà. Donc, pour qu'on s'entende, je vais faire un petit peu le dessin à l'envers de votre diapositive. Les autres partent comme si la tête serait en bas, dans la pymère vers le haut. Moi, je vais partir à l'inverse. Donc, c'est pas grave tant que vous sachiez votre ordre, c'est juste que moi, je trouve que c'est plus clair de partir comme ça. C'est l'image normale de l'individu. Donc, une personne qui vous fait face, qui est debout sur ses pieds. Donc, le crâne, c'est la partie osseuse. Et ça serait vrai aussi pour la moelle épinière. Là, je donne l'exemple de la tête, mais au lieu de crâne, on marquerait vertèbre. Et la partie la plus intérieure, bien évidemment, dans ce cas-ci, ça serait exemple le cerveau.
ou la moelle épinière si vous êtes à l'autre endroit du SNC. Entre l'os, ou les os, pardon, du crâne et le cerveau, j'ai un grand espace ici qui va être rempli de 3 couches de méninges. C'est ça qu'il faut visualiser, qui est peut-être pas clair à la diapo. Donc, je vais y aller par des formes très carrées, c'est simplement un symbole. Donc, j'ai une première couche de méninge ici, une deuxième centrale comme ça, et une troisième comme ça. Souvent, à l'examen ou dans le livre, on va parler de la couche ou le méninge la plus interne, ou position intermédiaire centrale, ou le méninge le plus externe. Puis là, des fois, ça vous mélange. Partez du concept que quand on vous parle d'une couche interne, la plus interne, c'est celle qui est le plus près du cerveau, et le crâne, ben, je veux dire, c'est la partie la plus extérieure. Hein. Vous avez des cheveux, de la peau, puis ensuite, on arrive déjà à l'os. Donc, j'arrive à l'os, la partie la plus extérieure, et plus que je vais descendre en profondeur, mais plus que je vais m'en aller dans la direction de l'organe, la moelle épinière ou le cerveau. Donc, quand on vous parle de la méninge la plus externe, ça, vous devez le savoir, son nom, c'est la Durmer. Okay? Donc, non seulement vous devez retenir le nom, mais vous devez savoir qu'elle est située vraiment le plus loin possible du cerveau, donc la position externe. C'est celle qui va s'accoler en partie à l'os, donc crâne ou vertèbre, dépendamment de l'endroit où on se retrouve. La couche du centre ressemble beaucoup, quand vous allez regarder des schémas dans le livre, ça fait un peu comme des prolongements de tissu conjonctif, si on veut, des espèces de filaments, en fait. Ça rappelle un peu une toile d'araignée. Donc, le biologiste qui a trouvé ça, lui, trouvait que ça ressemblait à une toile d'araignée, donc il a décidé d'appeler ça une arachnoïde. Arachné, évidemment, ça veut dire araignée, donc c'est un petit truc peut-être qui peut vous aider à la retenir. Et l'arachnoïde, c'est en fait une couche comme ça, c'est en fait la méninge du centre. Elle est située entre les deux autres. Et la couche la plus interne, la pimère. OK? Donc, la pimère, c'est probablement la plus mince et la plus délicate. Quand on fait une dissection de l'encéphale de mouton, très difficile à voir. C'est un peu comme une pellicule très mince qui va épouser parfaitement le cerveau, va suivre vraiment ses formes. Ça me rappelle, c'est pas tout à fait exact, mais ça me rappelle un peu le papier saran wrap qu'on a à la cuisine, là, qu'on colle sur le sandwich. Mais imaginez-vous un papier saran wrap qu'on colle sur le cerveau, mais évidemment, c'est pas du saran wrap, c'est simplement une méninge très délicate et quasi transparente, vous allez voir là. Donc, si vous faites la dissection, vous allez voir ça. Alors, elle est quand même relativement fragile. Elle est très, très mince, mais elle va protéger et épouser la forme du cerveau. L'arachnoïde, on va en parler tantôt, elle a des rôles un peu particuliers. Et la Durmer, ben, le mot dur, là, elle porte bien son nom. C'est vraiment non seulement la méninge la plus externe, c'est aussi la plus épaisse. Elle est très, très épaisse. Vous allez la voir peut-être en laboratoire. On a souvent un spécimen que la Durmer. Et ça vous étonne toujours parce que toutes les images de manuels, toutes les images de télévision, on montre toujours des cerveaux humains ou animaux qui n'ont pas de Durmer. Mais imaginez-vous une banane, c'est comme si on avait une pleure, puis la banane, c'est le cerveau. J'enlève la pleure, puis je montre toujours une banane sans pleure, c'est votre image. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Votre cerveau est renfermé dans un gros sac épais qu'on appelle la Durmer. Et la quasi-totalité de votre cerveau est enveloppée comme ça sur cette couche très épaisse. Elle est très facile à voir, elle est même parfois difficile à enlever. Et donc, c'est vraiment ici, là, la Durmer a un rôle de protection, évidemment, beaucoup plus fort que la pimère, qui est beaucoup plus délicate, en fait. Et l'arachnoïde, elle, ben, elle va envelopper souvent les vaisseaux sanguins et tout ça pour les protéger aussi. Donc, voilà pour le premier concept. L'autre chose, j'ai exagéré, mais vous avez vu, il y a des espaces vides comme ça entre mes cases. Et c'est fait par exprès. Donc, si vous pensez que le crâne est vraiment, en fait, je vous donne un autre exemple plus simple, la Durmer, l'arachnoïde, l'espace ici, c'est pour vous faire penser qu'ils ne sont pas collés ensemble. Il y a toujours un espace, ils ne se touchent pas vraiment. En fait, il y a du liquide qui circule entre les espaces comme ça. Donc, j'ai du liquide qui va passer entre le crâne et la Durmer. J'ai du liquide qui va passer entre la Durmer et l'arachnoïde, dans la cavité ici, et bien sûr, entre la pimère et le cerveau. Ces trous-là, ben, il faut savoir justement à quel endroit on se trouve. Donc, ici, je marquais crâne. J'aurais pu aussi parler de la vertèbre, c'est la même chose. Donc, on pourrait peut-être le rajouter ici, juste pour être sûr. Donc, ça pourrait être aussi la vertèbre. Puis ici, ça pourrait être aussi la moelle. Okay? C'est la même structure.
Et là, évidemment, ben, je ne peux pas vous dire le trou en haut, dans le milieu, plus bas, le moins bas, tout ça. Donc, on a des noms aussi pour désigner les différentes cavités. Et je vais rajouter quelques notes de cours à prendre en note, évidemment, dans votre cahier de notes là, pour chaque cavité. Donc, la première cavité ici, entre l'os et la durement, donc dans l'espace ici, on dit que c'est la cavité épidurale. Et évidemment, ça vous rappelle peut-être, vous avez peut-être déjà vu ça, une femme enceinte, on lui donne parfois une épidurale, il peut y avoir d'autres conditions aussi médicales qu'on peut faire ça. Donc, on injecte un médicament qui va finir inhiber la production d'influx nerveux dans certains nerfs sensitifs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, là, vous commencez à comprendre peut-être. On vient au niveau de la vertèbre, certaines vertèbres, hein, c'est pas n'importe où qu'on va piquer. Hein. On va aller piquer dans certaines vertèbres qui vont contrôler les sensations au niveau du bassin, exemple. Et on injecte le médicament, on dit que c'est une épidurale, mais c'est un peu un abus de langage. Dans le fond, c'est tout simplement parce que l'anesthésiste va piquer comme ça, ici, dans la cavité, entre l'os, la vertèbre et la durmère. Puis on va injecter le médicament dans le liquide qui est ici. Okay, tout simplement. Le liquide qui circule entre le crâne et la durmère, donc dans la cavité épidurale, ou encore une fois, dans la cavité qui va être ici, en fait, je vais en parler tout de suite, c'est la cavité sous-durale. Donc, c'est très facile, sous, en dessous, durmère, durale, donc c'est la cavité en dessous de la durmère. C'est facile, vous ne pouvez pas vous mélanger à l'examen. Donc, la cavité sous-durale, ben, il y a du liquide ici aussi. Et généralement, c'est du liquide interstitiel. Donc, ça ressemble beaucoup à du plasma sanguin. Hein. Vous savez, le liquide dans lequel les cellules vont baigner, exemple. Donc, c'est essentiellement de l'eau avec quelques molécules, quelques ions, quelques nutriments qui vont circuler. Donc, même chose ici. C'est un liquide vraiment aqueux, transparent. À l'œil, vous penseriez que c'est de l'eau, en fait. Et la composition chimique, ben, se rapproche beaucoup du liquide interstitiel. En fait, c'est vraiment du liquide interstitiel. Et ce n'est pas ces endroits-là qui vont être les plus importants pour le cours. Vous devez les connaître, mais en termes de fonction, de physiologie, c'est beaucoup plus en dessous de l'arachnoïde que je vais vous parler aujourd'hui dans la capsule. Donc, tout ce que je vous demande, en fait, deux choses, de connaître votre organisation comme ça dans le bon ordre, avec les bons termes, connaître le nom de vos cavités, tout ce qui est chez la femme enceinte, l'épidurale, ça c'est de la culture, mais au moins que tu saches le nom de la cavité, donc cavité épidurale, sous-durale, et bon, c'est du liquide interstitiel, l'équivalent de liquide qui est fait essentiellement d'eau à quelques ions, nutriments, mais pas plus que ça. Okay? L'autre cavité, par contre, on va en parler beaucoup. Je vais commencer maintenant, puis tout au long de la capsule, on va pousser un peu plus. Donc, dans ce cas-ci, on a la cavité, là, je suis au niveau de l'arachnoïde, entre l'arachnoïde et l'apimère, donc en dessous de l'arachnoïde, on va parler de la cavité ou de l'espace, des fois on utilise ce terme-là, sous-arachnoïdien. Donc, si vous me parlez de l'espace, on dit l'espace sous-arachnoïdien. Si vous me parlez de cavité, bon, on le met au féminin, c'est la cavité sous-arachnoïdienne. Ou encore, parfois, on a des gens qui vont dire sub-arachnoïdienne, peu importe. OK, donc l'espace sous-arachnoïdien ou la cavité sous-arachnoïdienne, peu importe, on est ici. Et là, le liquide, c'est pas la même chose. C'est pas du liquide interstitiel, c'est pas de l'eau, rien de ça. Ici, on va être vraiment avec le fameux LCS, qu'on va parler en détail tantôt. Donc, le liquide cérébrospinal. Et j'ai un peu déjà suggéré que la moelle ou encore le cerveau, il y a du LCS qui va sortir à l'extérieur de l'encéphale, exemple. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait des méninges qui vont jouer un rôle important dans la circulation. Bien, la première chose que vous pouvez réaliser ici, c'est que le liquide cérébrospinal, non seulement il va circuler à l'intérieur du cerveau de la moelle, mais à certains endroits stratégiques, on a des points de sortie qui permet de sortir l'intérieur du cerveau, comme ça ici, on verra en détail avec un vrai dessin tantôt du livre, et on s'en vient comme ça circuler entre les deux méninges. Donc, une circulation comme ça qui fait en sorte qu'on va littéralement entourer le cerveau, la moelle au complet, et ça va être particulièrement important au niveau du cerveau, parce qu'entre autres, ça va permettre de supporter le poids, comme ça, de l'encéphale qui est très dense, en fait.
Okay, donc, pour l'instant, vous savez juste que c'est du liquide cérébrospinal. Vous ne savez pas grand-chose. Vous ne savez pas les fonctions. Il y a 3-4 fonctions au niveau du LCS. J'en parle en fin de capsule. Donc, quand je serai rendu là en fin de capsule, ben, vous ferez un lien avec le tableau que je vous présente maintenant, de savoir, oui, OK, le LCS qui est situé entre l'arachnoïde et l'épimère, ben, c'est à ça qu'il sert. Et entre l'épimère et le cerveau, en fait, très peu d'espace. L'épimère, littéralement, est accolée au niveau de la moelle ou du cerveau. Donc, moins important. Ce qui est plus important ici, c'est vraiment ce que je viens de faire. Donc, tout ce que j'ai dessiné ici, en fait, c'est l'équivalent de ce qui est écrit ici. J'ai rajouté quelques détails, mais c'est pas mal la même chose. Et comme je disais tantôt, faites attention. Moi, je suis parti dans le sens inverse, en fait. L'épimère, donc l'encéphale est ici, puis la dure-mère est là, donc le crâne, les os seraient ici. Mais évidemment, c'est comme si la tête serait inversée. Donc, moi, je préfère, c'est un caprice d'enseignant, de mon esprit rigide, là, de prof, qui fait que j'y vais dans le sens logique pour la plupart des étudiants, quand tu es debout, donc je pars de l'os, puis je descends vers le cerveau. Donc, apprenez-les de la façon que vous voulez, tant que vous sachez votre ordre, on est correct. Maintenant, tout ce que j'ai dit en mots ou au tableau, on le voit dans un vrai dessin ici. Donc, première des choses, pour qu'on se situe, on voit le carré mauve ici qui est une coupe. La personne, en fait, vous regarde à peu près, c'est comme si vous regardiez là, dans le sens de la flèche. Okay? On n'est pas de face, on est de côté un petit peu comme ça. Et ce que vous réalisez, en fait, bon, j'ai l'encéphale, le cerveau et tous les 3 couches de méninge plus l'os. Donc ici, ce que je colore, c'est vraiment la peau avec les cheveux. Exemple, il y aurait des cheveux ici pour qu'on se situe. J'enlève le cuir chevelu. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ça, c'est pas à retenir. Le périos, vous verrez ça la session prochaine avec le système squelettique. Donc, ça n'existe pas dans mon cours. Mais sous la peau et les membranes, exemple le périos, ce qui m'intéresse plus, c'est le fameux crâne ou vertèbre. Okay? Donc là, j'arrive avec l'os, qui est ma première barrière protectrice. Maintenant, entre l'os qui est ici et le cerveau, c'est là que je vais avoir ce que je pointe présentement à l'écran, les 3 couches de méninge. Donc, ce que je fais ici avec la ligne rouge, tout ça jusqu'à ici, c'est la dure-mère qui est très épaisse, je vous disais. Même, vous voyez qu'il y a 2 feuillets cellulaires. On en reparlera à la prochaine diapositive, mais il y a 2 couches de cellules comme ça, 2 feuillets cellulaires qui s'accolent ensemble pour la plupart du temps. On voit que les 2 feuillets sont collés à un endroit stratégique. Ils vont se séparer un peu comme si on les déchirait. Donc, le feuillet supérieur ici passe comme ça, reste collé au niveau du crâne et le deuxième qui va se séparer comme ça pour revenir s'accoler ici. Ce qui laisse comme une espèce de cavité entre les 2 feuillets qui va être extrêmement utile. On va en reparler tantôt. Pour l'instant, on voit la dure-mère, comme je l'ai dit. Les fameux filaments de toile d'araignée, ça ici, c'est vraiment l'arachnoïde, la couche du centre. Et la pimère, ça prend de l'imagination. Je vous disais que c'était très mince. C'est la ligne en mauve ici là, que je pointe. Donc, elle vient s'accoler comme ça à la surface. On va épouser parfaitement la forme du cerveau. Et vous avez vos 3 couches. Les cavités sont moins évidentes sur ce dessin-là, mais sont toujours dans le même ordre. Donc, on va les deviner plus qu'autre chose. Il faut faire attention parce que quand on regarde ça, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace entre la dure-mère et le crâne. Donc, l'espace épidural, elle est écrite, mais on a de la misère à la visualiser. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a un espace. Même chose pour l'espace sous-dural, ici, qu'on voit difficilement. Mais il faut s'imaginer, en fait, mon dessin de tantôt est plus... même si j'ai exagéré la taille des cavités, là, pour des raisons pédagogiques, il faut garder en tête qu'ils sont là, évidemment. Donc, c'est la même organisation. Si vous êtes visuel, vous pouvez regarder avec le dessin, c'est beaucoup plus simple. L'autre chose que vous réalisez, c'est que les vaisseaux sanguins, parce qu'évidemment, on a des artères, des veines cérébrales pour alimenter les neurones du cerveau, les gliocytes et toutes les cellules, et en même temps, on a des veines qui récupèrent le CO2 et les déchets et tout ça. Ça passe où? Ça ne peut pas passer dans l'os. Je ne passe pas dans le dure-mère, c'est trop épais. La pimère, elle est trop minuscule. Donc, c'est vraiment ici, dans l'espace sous-arachnoïdien, ou la cavité sous-arachnoïdienne, c'est la même chose. Non seulement, je disais tantôt qu'il y a du LCS qui va circuler ici, le liquide cérébrospinal qu'on verra tantôt, mais vous remarquez aussi la présence des vaisseaux sanguins. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là qu'on va pouvoir permettre, si vous voulez, non seulement l'orientation des vaisseaux sanguins, mais permettre la circulation sanguine et on pourra faire des échanges comme ça entre les cellules du cerveau et l'artère, exemple oxygène, glucose, nutriments, passe comme ça vers les neurones, les gliocytes et les déchets métaboliques, le CO2 produit par les cellules retourne dans les veines. Éventuellement, ça nous prendra un point de sortie
pour expulser le LCS à l'extérieur de ta tête et la circulation sanguine aussi. Quand vous allez faire le cardiovasculaire en bio2, vous allez vous familiariser beaucoup plus avec la circulation sanguine, ce que je ne ferai pas vraiment dans le cours, parce que c'est pas l'objectif. Par contre, je vais vous parler beaucoup du LCS, comment on va faire pour l'expulser. Et en fait, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais vous en parler tout de suite. On reviendra à cette figure-là tantôt, mais tant qu'à être dans le sujet, ça va être plus simple. Donc, regardez, tantôt, là, quand je vous parlais des deux feuillets de la dure-mère qui est très épaisse, puis là, je vous disais, ça se sépare ici. Et le fait de se séparer, ça fait comme une espèce de grande cavité comme ça, au niveau des deux hémisphères. Si je fais le cerveau comme ça, ben, imaginez-vous qu'il y a un grand trou comme ça ici, qui sépare les deux moitiés du cerveau, les deux hémisphères. Dans cette grande cavité-là, c'est le trou que j'ai ici. Donc, ce qu'il faut visualiser, en regardant de face comme ça, là, j'ai une vue de dessus que je viens de dessiner, mais si je regarde de face comme ça, on voit comme le début, si vous voulez, de la cavité qui est ici. Cette cavité-là porte un nom particulier. C'est le sinus veineux. Okay? Ça, c'est important de le savoir. Le sinus veineux, c'est en fait, le terme sinus, c'est comme une grosse veine, si vous voulez. C'est un gros... c'est plus gros qu'une veine. C'est donc le retour sanguin qui va se faire là. Ça, je ne veux pas que vous reteniez ça. C'est du bio2 de la session prochaine, mais ça peut aider certaines personnes. Donc, je le mentionne, mais après, vous pouvez l'oublier si ça ne vous intéresse pas ou c'est trop difficile. La tête, là, pour alimenter la tête en termes de circulation sanguine, c'est 4 vaisseaux principaux au niveau de votre gorge. Vous avez 2 artères qu'on appelle les carotides qui amènent le sang riche en oxygène, en nutriments. Et vous avez 2 veines, les jugulaires, qui vont ramener le sang avec du CO2 et tout ça vers le cœur. Et bien sûr, OK, j'ai les carotides qui arrivent, on s'en va au cerveau, ça fait plein de petites artères dans l'espace surarachnoïdien, on alimente le cerveau, je l'ai dit tantôt. Mais la question, comment je fais pour sortir le sang de là, donc par les veines? Bien, la multitude de veines qui alimentent le cerveau va finir par se déverser à un seul endroit. C'est l'endroit qu'on récupère le sang vicié en CO2 et c'est dans le sinus veineux, en fait. Et le sinus veineux, cette grosse, en fait, c'est une veine géante, si vous voulez, tout le sang comme ça, va circuler là-dedans et va retourner éventuellement vers les 2 jugulaires dans votre gorge et retourner au cœur. Ça, c'est une chose. Pourquoi je parle de ça? Ben, c'est pour mon deuxième concept qui, là, est important pour le cours. Pendant qu'on évacue le sang comme ça vers les jugulaires, ben, on va évacuer le LCS aussi. Et un jour, pas un jour, dans quelques instants, à un moment donné, je vais vous dire que le LCS, quand on va en parler, on en produit beaucoup. 24 heures, bien beaucoup, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. On en produit une certaine quantité, mais c'est en continu, 24 heures sur 24. Vous n'arrêterez jamais la production de LCS. Donc, évidemment, si vous ne l'évacuez pas, ça peut comprimer votre cerveau, ça peut amener des lésions très graves et tout. Donc, constamment, le surplus de LCS, il faut l'évacuer. Mais il y a un seul endroit, il y a une seule porte de sortie. Et ça se trouve dans cet espace-là. Et en fait, ce qu'on a dit tantôt, c'est que le LCS circule sous l'arachnoïde, dans l'espace surarachnoïdien. Elle est coincée là. Comment je fais pour le sortir? Moi, je veux l'envoyer comme ça dans le sinus veineux pour que ça se mélange avec le sang. On ne vous l'a probablement jamais dit au secondaire ou dans vos cours de bio, mais quand on parle de retour veineux vers le cœur, c'est toujours du sang avec du CO2 puis tout ça qu'on vous dit, c'est bien vrai, mais il y a toujours un petit peu d'LCS en provenance de l'encéphale qui va se mélanger à ce sang veineux. Puis éventuellement, le LCS va être filtré par les reins puis envoyé dans votre urine et en allant à la salle de bain, aux toilettes, bien évidemment, vous éliminez ce LCS-là. Mais là, la question que je vous demande et qui est difficile à répondre peut-être, vous allez voir, c'est simple. Comment le LCS qui est coincé comme ça, sous l'arachnoïde, peut passer dans le sinus veineux? Là, il faudrait que je passe à travers de l'arachnoïde. C'est impossible, c'est un tissu. Puis en plus, j'ai une dure-mère extrêmement épaisse faite de 2 feuillets. C'est juste impossible. C'est comme essayer de passer à travers un mur. Marche pas. Un exemple complètement ridicule, mais c'est pas grave, c'est une image pour aider certains. Ma classe, si je vous enseignais physiquement, vous êtes dans ma classe, je suis dans l'espace surarachnoïdien, puis le mur de ma classe
C'est l'arachnoïde, la durmère. Vous êtes du LCS, vous ne passez pas à travers le mur pour aller, exemple, dans le corridor pour sortir de ma classe, puis le corridor, ça serait le sinus. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez par une porte, évidemment. Hein, c'est pas un gros scoop pour vous autres. Donc ici, c'est la même chose. J'ai une porte qui me permet de percer l'arachnoïde et la durmère. Et la porte, je l'encercle ici. OK? Ce que je viens d'encercler, ça porte le nom de villosité arachnoïdienne. C'est des espèces de prolongements comme ça de l'arachnoïde qui forment un peu une structure en main, un peu une forme de main avec des doigts. Et c'est extrêmement important ça parce qu'en fait le LCS va circuler en dessous et il est coincé là, donc en dessous de l'arachnoïde bien sûr, il est coincé. Mais aussitôt que je vais avoir une villosité, c'est comme une porte qui me permet de passer à travers et de déverser le LCS dans le sinus. Donc, littéralement, avec ma flèche, le LCS circule comme ça, passe dans la villosité et retourne dans le sinus veineux qui, je le disais tantôt, récupère le sang veineux qu'on va renvoyer vers le cœur. Donc, on va quitter votre tête et on retourne vers le cœur via les jugulaires. Mais ça, c'est par arachnéum. Donc, les jugulaires, veine cave, mais ça, c'est du bio2. Au moins, juste savoir que le retour veineux, du sang veineux vers le cœur, ben, on va décharger du LCS dans cette circulation sanguine. Comment c'est possible? Ben, le liquide cérébrospinal qui circule dans l'espace surarachnoïdien peut être expulsé par ces villosités. Mais il n'y en a pas partout, j'en ai 2 ici. OK? Et ces villosités-là, ben, s'ils sont obstrués, comprimés ou un défaut quelconque, ben, le LCS ne peut pas sortir, il va s'accumuler ici. Évidemment, 24 heures sur 24, pour produire du liquide, avant donné, on va écraser, comprimer le cerveau, ce qui peut être dangereux. Détruire les neurones et tout ça, donc évidemment. Parfois, il y a une accumulation de liquide qui se fait pour différentes raisons, de l'inflammation ou peu importe, ou d'une surproduction de LCS qui n'est pas évacuée assez rapidement. Bien, littéralement, ça c'est de la culture, mais on peut poser un drain, on perce le crâne, puis le surplus de liquide va être expulsé à l'extérieur, justement pour soulager la pression. On appelle ça la pression intracrânienne. Donc, une pression comme ça du liquide qui serait trop forte et qu'on pourrait abîmer le cerveau. Mais ça, je ferme la parenthèse. Tout ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu comme ça le sinus, la villosité, comment c'est organisé. C'est possible que ça ne soit pas clair, parce que j'ai dit beaucoup de choses sur cette diapo-là. C'est pas grave, je vais reprendre ça tantôt en temps et lieu, mais déjà, vous l'avez vu une première fois, donc ça devrait être juste plus simple pour tantôt. Si vous regardez, en fait, maintenant, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Je vais revenir, inquiétez-vous pas, je fais un retour arrière ensuite. Le sinus sagittal, le retour veineux, on l'a vu de face, mais je voulais vous le montrer de 2 autres orientations, puisque je suis dans le sujet. 2 hémisphères, et quand je dessinais ça comme ça, en fait, je suis un peu décentré, mais maintenant je l'ai fait au centre, c'est la même chose. Ma ligne ici, c'est le sinus. C'est là-dedans que le liquide cérébrospinal va se déverser, donc ici, et bien sûr que c'est du sang veineux, c'est une grosse veine très large, le sinus. Là, on ne peut pas les voir parce que c'est microscopique, mais imaginez-vous des petites, là je les dessine juste pour s'aider, mais des villosités à certains endroits stratégiques qui permettent de déverser le LCS. Et littéralement, le LCS, le sang veineux, va circuler comme ça au niveau du sinus, puis éventuellement, il va être évacué. Si on regarde de côté, on voit même que c'est pas, on fait le tour complet, là, hein? Donc le sinus là, va épouser comme ça tout le cerveau. Donc le LCS pourra comme ça, une fois après avoir quitté les villosités arachnoïdiennes, quitter comme ça et retourner vers la gorge, évidemment, les jugulaires, puis c'est pas arachné, je l'ai dit tantôt, mais les vaisseaux sanguins de la gorge, les vaisseaux sanguins qui se branchent sur le cœur comme la veine cave, peu importe, mais on retourne vers le cœur. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez éliminer le LCS, en fait. Fait que ces 2 dessins-là, ben, pour moi, c'est l'équivalent de celui-ci, simplement qu'on le voit d'une orientation différente, comme je le montrais tantôt, et en plus, on voit les villosités. Donc, sur celle que je viens de vous montrer, on voyait juste le sinus, mais à l'intérieur, on voit ces portes de sortie comme ça pour expulser le LCS. Maintenant que vous savez tout ça, okay, si je reviens au niveau de la moelle épinière, ben, j'ai les 3 mêmes couches, donc vous pouvez les regarder à tête reposée. Je ne vais pas les répéter parce que là, ça revient répétitif puis ça vient plate, hein, c'est redondant, mais c'est les mêmes choses, c'est les espaces, les mêmes espaces, c'est le même ordre, pimaire, donc la couche la plus interne, etc., avec la durmère ici qui est beaucoup plus épaisse. Il y a des espaces plus ou moins visibles sur le dessin entre. Donc, une fois que vous avez appris l'ordre que je vous ai montré au tableau blanc, que ce soit pour l'encéphale ou la moelle, c'est exactement la même chose. Les vaisseaux sanguins ici, ben, au niveau de la moelle, circulent toujours dans l'espace surarachnoïdien.
La seule nuance que j'apporte qui est importante, souvent, si je me souviens bien, dans le livre, il n'explique pas ça clairement, là, souvent vous pensez qu'il y a un point de sortie du LCS au niveau de la moelle, et c'est faux. Le seul point de sortie, c'est des villosités arachnoïdiennes qui déversent le LCS dans le sinus veineux, qui se trouve dans ce que j'ai montré tantôt, hein, le sinus veineux ou le sinus sagittal. Donc, dans ce cas-ci, la question, tu dis, ouais, mais le LCS, comment il va faire là, pour sortir vers la tête? Là, je suis au niveau du dos, exemple, ici, ou du thorax, la moelle épinière. Bien, on a un système. Là, vous voyez ici, on en reparlera éventuellement, mais il y a un petit canal, c'est comme un petit trou de bain, c'est vide. Hein? Il y a de la matière, de la cellule tout le long, mais il y a un petit trou ici. C'est là-dedans que le LCS va circuler. On appelle ça le canal central. Donc, il va descendre comme ça, mais il va aussi remonter. OK? Et au niveau de l'encéphale, je vais vous montrer ça tantôt avec le trajet du LCS. On peut, comme ça, remonter et on verra qu'il y a des points de sortie comme ça qui vont permettre d'expulser le LCS à l'extérieur de l'encéphale et finalement trouver des villosités. En fait, il va être expulsé sous l'arachnoïde, dans l'espace arachnoïdien. Donc, en d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut que le LCS remonte vers l'encéphale pour être expulsé parce que mon point de sortie vers la circulation sanguine est tout au niveau de l'encéphale. En d'autres mots, on dirait que c'est compliqué ce que je viens de dire, mais on va faire ça simple. Il n'y a aucun point de sortie pour expulser le LCS au niveau de la moelle. Ça veut dire que tout ce qui reste dans le canal ici, il reste coincé là. Puis à un moment donné, il va falloir le remonter vers l'encéphale. Et une fois au niveau de l'encéphale, il y a une partie qui va regagner l'espace sous-arachnoïdien, les villosités, et éventuellement, on retourne cette partie de l'LCS, vers la circulation sanguine. Comme je disais tantôt, vers le cœur, retourne en circulation, les reins vont filtrer, puis on se débarrasse de ce LCS dans l'urine. OK? Mais de toute façon, là, c'est comme des petites parties, mais de toute façon, tantôt, je vais vous montrer le trajet complet du LCS. Maintenant, ici, ben, c'est une particularité plus anatomique. J'en ai parlé un petit peu avec le dessin. C'est beaucoup de mots, mais pour pas décrire... En fait, c'est pas très grave ce qu'il y a ici. C'est des nuances. On vous dit que la durmère est faite de 2 feuillets essentiellement au niveau de l'encéphale. Vous les avez vus, je vous les ai même montrés. Ils vont décoller à certains endroits pour permettre justement la présence du sinus veineux, sinus sagittal. Donc, ça va. Au niveau de la moelle épinière, la petite nuance, c'est que c'est généralement un feuillet. C'est de le prolongement du feuillet interne. Donc, il y a juste une couche. Bon, c'est pas important que vous sachiez pas que ce soit l'interne ou l'externe, mais il y a juste une couche. Donc, moins de rôle ici. Vraiment plus de protection. Mais ici, comme je le disais, c'est important d'avoir les 2 feuillets externes et internes parce qu'à un moment donné, ils se séparent pour permettre justement, on ne le voit pas sur le tableau aussi, mais en fait, on le voit ici. Hein, les 2 feuillets sont soudés, sauf à une place qui va se séparer, qu'on appelle le sinus ou le sinus sagittal. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai déjà montré sur le dessin, fait qu'il n'y a rien de nouveau. La seule chose que je vais vous montrer maintenant, et ça n'a pas vraiment un grand rôle en termes de physiologie, mais c'est plus une particularité anatomique. Il y a les faux du cerveau-cervelet, puis une tente. C'est quoi? Ben, c'est en fait, à certains endroits, les 2 feuillets deviennent très, très épais et ils s'attachent ensemble à des structures de l'encéphale pour justement, comment je vous dirais, ça agit comme un point d'attache, en fait. C'est pour fixer justement ces membranes-là. Parce qu'évidemment, la durmère est très épaisse et tout. On enveloppe, on protège, par exemple, l'encéphale, mais ça tient comment? Okay? Donc, il y a comme 3 points d'attache. Et vous allez voir, retenez ces 3 termes-là, je vais vous les montrer immédiatement sur un schéma. Donc, faux du cerveau, du cervelet et la tente. Et ce qu'on voit ici, présentement, c'est une image beaucoup plus réaliste de l'encéphale. OK? Donc, les cloisons épaisses ici, là, que je colore présentement, c'est justement ça, la faux et la tente. Okay? On va tout voir ça. Premièrement, si vous regardez, je vous disais tantôt, l'image usuelle de l'encéphale humain, exemple dans les livres, c'est ça ici, on voit le cerveau et tout ça. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est beaucoup plus ça. Tantôt, je vous parlais, je faisais une analogie avec une banane, la pleure et tout, mais c'est ça le cerveau humain. Vous ne le voyez pas, il est sous la durmère. Tout ça ici, présentement, c'est de la durmère. OK? Donc, il y a la durmère qui recouvre complètement l'ensemble des hémisphères. Là, ici, on l'a enlevé, mais normalement, ce côté-ci est identique à celui-ci et vous ne le voyez pas. Il faut enlever cette durmère pour pouvoir voir comme ça l'encéphale, le cerveau. Et à la base,
OK, donc ici, j'ai les deux hémisphères cérébraux, le cerveau. Mais à la base, j'ai une autre structure qui ressemble à un mini-cerveau qu'on appelle le cervelet. Très important pour la coordination musculaire, l'équilibre. On verra ça éventuellement. Mais lui aussi, il y a de la durmeur qui le recouvre pour le protéger. Donc, encore une fois, tout ça recouvre le cerveau. Là, la question que je vous demandais à la dernière diapo, comment je fais pour faire tenir ma durmère? Ben, c'est ça ici, là. Ce que je pointe présentement, imaginez-vous la durmère de ce côté-ci. Je le fais en rouge, on va dire. Là. Donc, j'en ai une ici, j'en ai une autre de l'autre côté. Comment je fais pour les faire tenir? Ben, ça vient se souder comme ça. Et là, ça fait une cloison très, très dense, très, très épaisse, qui rattache comme ça et qui maintient en place, si je peux dire, cette durmère. Et on a la même chose au niveau du cervelet. Donc, quand on parlait de faux du cervelet, faux du cerveau et tente, c'est simplement, si je vous demande une définition de tout ça, c'est simplement des endroits particuliers, spécifiques, 3 endroits en fait, qui fait que la durmère est beaucoup plus épaisse et ça agit un petit peu comme un point d'attache pour maintenir la durmère en place. C'est tout ce que tu as à comprendre. L'autre chose, ben, c'est de la localisation anatomique. Donc, il y en a une qui sépare les deux hémisphères, côté droit et gauche, donc il y a un axe comme vertical, si vous voulez. Donc, quand on parle d'une faux, c'est toujours pour séparer les deux moitiés. C'est de la durmère très épaisse qui agit comme point d'attache, mais qui sépare les deux moitiés du cerveau. Donc, on va dire la faux du cerveau. Mais j'ai l'équivalent ici, au niveau du cervelet. Là, tu n'as plus le droit de me parler du cerveau, tu es dans le cervelet, mais toujours dans la même orientation verticale. Donc, ici, ça sépare les deux moitiés, faux du cerveau. Mais ici, je séparais les deux moitiés du cervelet. Fait qu'on va dire que c'est une faux, parce que c'est dans le même sens, mais du cervelet, tout simplement. La tente du cervelet, elle est dans l'autre sens. Elle sépare non les deux moitiés, mais plutôt le cerveau du cervelet. Donc, je suis dans l'axe horizontal, au bas, si vous voulez. Donc, la tente, c'est tout simplement cette durmère très épaisse, avec les deux feuillets comme ça, qui se rattachent ensemble, pour maintenir toujours la durmère en place. C'est toujours le même rôle, mais dans ce cas-ci, c'est que ça me permet de séparer, pas les deux hémisphères comme tantôt, mais plutôt le cerveau complètement en haut du cervelet qui est en bas, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. C'est plus une particularité anatomique. Okay? Donc, pas vraiment grand-chose à savoir ici.